Bonjour Dominique Bourg, ravi de t'avoir pour une interview dans le cadre des Lauriers de la Régénération. Je suis très curieux d'avoir ton point de vue sur l'écologie. C'est pas toujours simple d'expliquer ce que c'est dans toute sa globalité. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter et dire d'où tu viens, d'où tu parles? Alors bonjour Jérémy, moi je m'appelle Dominique Bourg, je suis professeur honoraire de l'Université de Lausanne, c'est-à-dire que j'ai enseigné une quinzaine d'années à Lausanne, j'y ai terminé ma carrière, je suis philosophe, mais je me suis en quelque sorte spécialisé dans les questions environnementales depuis très longtemps. Tu as écrit plusieurs livres, Oui, tu, oui, tout à fait. J'ai participé à des institutions, etc. Et encore là, je suis garant d'un débat public, enfin peu importe. J'ai à la fois une vie spéculative au sens de construction théorique et une vie pratique au sens de l'action en ayant agi dans des domaines et des lieux divers. Et je continue puisque je suis par exemple la garant de ce débat public là, pour le CERN à Genève. Très bien. Euh, donc ma première question, c'est voilà, comment tu expliquerais ce qu'est l'écologie, ce que ça représente? Alors, l'écologie, déjà, le référentiel, le mot écologie, ça renvoie à une discipline scientifique. Alors, dans la généalogie est très longue, mais disons, le baptême, c'est au 19e siècle, la première moitié du 19e siècle, ou dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec Ernst Haeckel, qui est une sorte de biologiste, et qui définit l'écologie, et ça reste sur la définition, comme l'étude que les êtres vivants entretiennent les uns avec les autres et avec leur milieu. Alors, ça n'a pas changé, c'est ça. À peu près au même moment, un petit peu avant, euh, émerge une sensibilité au fait que nos activités économiques, nos modes de vie commencent à dégrader très fortement et très rapidement les milieux. Et là va naître, en parallèle à cette séance, une sensibilité de plus en plus grande à la dégradation de la nature. Et en fait, derrière cette sensibilité à la dégradation de la nature, il y a l'idée d'une incompatibilité entre la société moderne telle qu'elle se forge alors dans ses fondements, dans la seconde moitié du 16e et le début du 17e, c'est un avènement de la science moderne qui va conduire à une vision du monde mécaniste, qui va réduire l'ensemble de tout ce qui existe sur Terre à des machines, à des chocs entre des particules, en mettant en quelque sorte l'humanité elle-même en dehors du vivant et en lien avec un Dieu qui serait à la fois antérieur, extérieur à la nature, qu'il aurait créé et qui lui survivrait. Donc voilà le cadre général. Alors, l'écologie commence à devenir politique vers la fin des années 60, c'est-à-dire qu'on se rend compte effectivement que les dégradations dont on parle depuis déjà plus d'un siècle s'accélèrent. Et effectivement, là où on en est aujourd'hui, on peut confirmer l'intuition de l'époque. Et que pour faire face, il conviendrait de changer vraiment les ressorts de la société, notamment le type d'activité économique qui est au cœur de cette société. D'ailleurs, c'est la seule société où les activités économiques sont vraiment au cœur. On a tendance à l'oublier. Alors, avant de peut-être aller dans les sujets économiques, toi, tu as beaucoup écrit sur l'écologie intégrale. Oui, alors c'est un livre avec Ernst Berger. Enfin bon, l'idée d'écologie intégrale, faut pas trop la prendre. L'idée, ça peut vouloir dire plusieurs choses. L'écologie intégrale, ça dit déjà que l'écologie et un changement écologique n'est pas un changement partiel. Il suffit pas de changer de technique pour qu'on améliore nos relations à la nature. Et puis l'autre aspect qui est très fort, par exemple dans l'encyclique Laudato aussi du pape, c'est que du pape, de l'ancien pape François, c'est qu'on ne peut pas distinguer la domination de la nature en fait de la domination que les êtres humains exercent les uns avec les autres. Et que en fait, comme le disait un théologien de la libération, Leonardo Boff, les clameurs de la terre et les clameurs des pauvres, en fait, eh bien, s'expriment en même temps et ont les mêmes origines. Donc, dans l'écologie, il y a aussi bien non, pardon. Dans l'écologie, il y a aussi bien l'aspect environnemental que social. Et donc, il y a d'un côté la prédation et de l'autre côté une autre relation qui serait peut-être, enfin, moi, celle que j'appelle régénérative. Oui, absolument. En fait, l'écologie, c'est une question
d'interface société-nature, mais société. Et justement, et selon la manière dont la société s'organise, et donc selon la manière dont les êtres humains nouent des relations les uns avec les autres, eh bien, cela va avoir une influence énorme sur la relation qu'ils ont avec leur milieu. Hein, si l'essentiel d'une société, si je prends par exemple les sociétés amérindiennes autrefois, c'est de respecter, de vivre en harmonie avec un milieu qu'on ne prétend pas changer en tant que tel, on prétend simplement s'y adapter et le modifier à la marge pour y vivre plus confortablement. Il est clair que les activités économiques sont importantes, au sens où il faut bien se nourrir, construire ses maisons, etc. Mais c'est des activités qui sont enchâssées dans des règles qui ne sont pas économiques. Or, nous, la modernité, en imaginant que le monde n'est qu'un tas de cailloux, finalement, avec des machines, hein, les plantes seraient des machines, les animaux seraient des machines, comme le disait le bon Descartes, et bien, en fait, la seule mission qu'on se soit donnée, c'est de transformer ce stock de ressources qu'est la nature en capital économique. Et donc, évidemment, quand on part là-dessus, c'est mal barré pour conserver et vivre en harmonie avec la nature. Donc en fait, on pourrait dire que l'écologie aujourd'hui, c'est évidemment pas se vouer à l'extrême pauvreté, ni même à la pauvreté, mais c'est en tout cas revenir à un paradigme du soin, savoir qu'effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi, ni avec les autres êtres humains, ni avec les non-humains, ni avec les écosystèmes de manière générale. Et par exemple, l'IPBES, hein, c'est-à-dire l'équivalent pour le vivant et les populations, la biodiversité, de l'IPCC pour le climat, justement, on dit voilà, il faut revenir aux quatre modalités de relation qu'on ne peut que nouer avec la nature. Hein. La première modalité, c'est vivre de la nature, c'est-à-dire c'est la nature comme stock de ressources. La deuxième, bah, c'est de vivre dans des écosystèmes. Et la troisième, c'est dans ces écosystèmes, évidemment, vivre en interaction avec d'autres espèces non humaines. Et enfin, pour toutes les sociétés qui nous précédaient, on cherchait aussi à vivre en tant que nature, c'est-à-dire qu'en s'identifiant à la nature conçue comme un tout qui nous englobait et, important, qui nous obligeait. Et donc, évidemment, les modernes, eux, en imaginant que la nature n'était qu'un stock de ressources, n'ont gardé de ces quatre modalités de relation que la première, c'est-à-dire vivre de la nature. Et en tant qu'entrepreneur, bah, tu sais très bien ce que ça veut dire. Hein. Les activités économiques, elles ont à la fois besoin d'un capital naturel et d'un capital social et d'un capital technique. Hein. Et tout ça pour produire du capital tout court. On utilise ces quatre relations dans la fresque des imaginaires, avec anthropocentrisme, biocentrisme, écocentrisme et multicentrisme. Alors ça, oui, si tu veux ça, c'est les différentes modalités de nos relations avec les autres êtres vivants telles qu'on les a conçues dans le cadre des éthiques environnementales qui apparaissent. Alors, le fondement des éthiques environnementales, c'est le livre d'Aldo Leopold, Comté d'un almanach, je crois, San Conti Almanach, Almanach d'un comté des sables. Ça doit paraître, il doit l'avoir écrit en 47, je ne sais plus si ça paraît en 47 ou en 49, mais je crois que ça paraît post-mortem. Et en fait, ça, c'est un très beau texte. Et la fin de ce texte, un peu disons les 80% du livre, c'est une découverte avec des commentaires des écosystèmes. Puis à la fin, il en appelle à la naissance d'une éthique dont John Burt Kellycott dira qu'elle est écocentrée. C'est-à-dire que pour lui, on s'imaginait extérieur à la nature, c'est ce que je te disais juste avant, et il faut s'imaginer que nous ne sommes que des citoyens avec d'autres citoyens à l'intérieur d'un écosystème et que effectivement, bien préserver l'écosystème, ça doit être quelque chose de fondamental. Alors, si on veut résumer tout ça, on peut dire que l'écologie, c'est une volonté de refonder la société pour lui donner comme premier orient, comme première orientation, première valeur, le soin. Hein, c'est-à-dire retourner une posture de soin vis-à-vis des écosystèmes qui nous accompagnent, qui nous font vivre, qui nous permettent de vivre, et puis le soin vis-à-vis des autres, c'est-à-dire ne pas avoir qu'une relation purement économique, donc d'exploitation en fait d'autrui, même si évidemment on peut pas ne pas en même temps se servir les uns des autres. Sans ça, il n'y a pas non plus de vie sociale. Mais ce n'est qu'un aspect. Il faut qu'il y ait des valeurs qui encadrent ça pour que ces relations utilitaires ne mangent pas tout l'ensemble des relations que les humains entretiennent entre eux avec la nature.
Donc l'écologie, ce n'est pas que, comment dire, restabiliser des écosystèmes qui sont dégradés, c'est avant tout une affaire de relation et d'être sur Terre avec d'autres. Oui, tout à fait. Alors maintenant, ça en passe aussi par le fait de restaurer les écosystèmes, hein. D'ailleurs, pour répondre aux deux enjeux principaux que sont le climat et le vivant, qui sont liés l'un à l'autre, hein. Le climat, ça n'est jamais que l'écrin, avec comme déterminant la chaleur moyenne et la température et le régime des pluies sur un territoire. C'est ce qui conditionne l'épanouissement de la vie. Mais la fin d'une action écologique, c'est la vie, c'est pas le climat en tant que tel. Le climat, c'est encore une fois l'écrin pour l'épanouissement du vivant. Donc, si pour sauver le climat, on dézingue le vivant, ce qu'on fait, hein. Par exemple, quand on se dit, bah non, pour sauver le climat, avec ce il faudrait produire une énergie renouvelable avec, par exemple, une énergie avec la biomasse. Et donc là, on se met à détruire des forêts, alors à les remplacer par de la agriculture avec de permettre l'éclosion de la vie. Donc là, voilà, par exemple, en étant monomaniaque avec le climat, ce qui ne veut pas dire que le climat ne soit pas une chose importante, si c'est l'écrin, évidemment, si tu pètes l'écrin, il n'y a plus de vie, mais, mais si tu ne considères que l'écrin et en cassant tout ce qu'il abrite, c'est plus un écrin. Donc il y a une finalité. La finalité, c'est bien vivre tous ensemble sur Terre. La finalité de l'écologie, Ah, c'est viens bien. vivre tous ensemble, et le tous ensemble, il va au-delà des humains. Mm. Alors justement, Oui, bah, c'est ça, c'est bien vivre tous ensemble sur Terre. mm. Euh, Et bah, justement, parlons peut-être de vivant. C'est quoi le vivant? Parce que, enfin, voilà, ça va faire 10 ans que le vivant est sur toutes les bouches. Toi, tu as un point de vue justement sur le vivant. Oui, alors le vivant, c'est pas si simple que ça à définir. D'ailleurs, on a vraiment du mal à définir la vie avec une approche donc, physicaliste. La vie, c'est le résultat de conditions physiques et chimiques. Bon, ok, ça c'est la façon très matérialiste de voir les choses. Euh, pas qu'avec personne, il y a d'ailleurs des travaux tout à fait nouveaux sur ce sujet-là qui montrent que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. La, la vie, mais en tout cas, oui, le vivant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vivant, c'est déjà une grande diversité, c'est une grande diversité d'espèces, c'est une grande diversité de biomes, donc de grandes régions, d'écosystèmes, c'est une diversité génétique chez les individus, c'est une diversité de comportements, et puis après, là, on peut enchaîner sur la diversité de culture, de techniques, tout ce qu'on veut, mais enfin, des caractéristiques de la vie, c'est sa diversité et son évolution. Ça bouge, ça ne cesse de bouger. Conserver une chose telle qu'elle est indéfiniment, ça n'a absolument aucun sens avec le vivant. Et par définition, le vivant est divers. Et justement, ce qu'on appelle un écosystème, donc c'est précisément cette unité au sein duquel les différentes espèces vivent. Et bien, dans un écosystème, les espèces coopèrent, collaborent. Prenons par exemple les végétaux. Il y a des végétaux qui vont grâce au fait qu'ils abritent entre leurs racines des nodules de bactériens, vont réussir à capter pour elles et pour les autres plantes l'azote. Or, l'azote, c'est un des facteurs, le facteur limitant principal de la croissance des plantes. Mais il y a des plantes qui vont attirer le prédateur des prédateurs d'autres plantes. Et par exemple, simplement un simple champ de blé, quand tu mets déjà trois variétés, c'est plus résilient à l'adversité, les températures, du régime des pluies, etc. Donc voilà, le vivant est par définition divers. Or, nous, nos activités économiques, c'est au contraire la standardisation. C'est voilà, alors ouais, on a inventé l'agriculture il y a très longtemps, et l'invention de l'agriculture, c'est une chose qui s'est déployée sur des milliers d'années, hein, entre les premières communautés agraires, peut-être 8 9 000 ans avant l'ère chrétienne, et puis les immenses champs qu'on connaît aujourd'hui, c'est évidemment très, très différent.
au début, l'agriculture se fait sur des petites surfaces, donc le fait que l'on ne produise notre nourriture qu'avec une seule espèce, on alloue une surface à une seule espèce. Alors après, il y a des adventices, il y a des micro-organismes, il y a une pédofaune, il y a une faune tout court. Bon, on essaie de s'arranger avec ça, mais on veut qu'il n'y ait qu'une seule espèce sur une même surface. Tant que c'était petit, où il y avait toute une diversité autour, c'était pas trop problématique. On devait payer en fait X pourcentage de la récolte aux autres vivants, mais ça marchait. Et puis à partir du moment où on a agrandi les surfaces, ben, on a des sols qui s'appauvrissent beaucoup plus vite, on a des prédateurs, des maladies qui deviennent très importantes, et sans intrants, sans pesticides, sans engrais, on n'y arrive plus. Donc là, on rentre dans l'agro-industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, revenir sans se ruiner et sans vivre plus mal, mais attention, quand on dit sans vivre plus mal, c'est évidemment pas totalement avec les critères d'aujourd'hui. Hein. Les critères d'aujourd'hui sont consuméristes, et bien vivre pour un individu d'aujourd'hui, alors c'était parce que les gens se rendent compte que c'est un peu moins vrai, mais c'était accumuler des consommations. Ben non, ça, on sait que ça nous fait pas vivre. En revanche, on a besoin d'un certain confort, on a besoin de la mise à l'écart avec les autres espèces, etc. Et donc, comment on peut donner satisfaction à ces besoins fondamentaux par rapport à la nature, puis il y a des besoins fondamentaux humains qui sont relativement réciproques d'un individu à l'autre. Comment on peut le faire sans tout détruire, sans détruire les aspects, un bien-être social et sans détruire la possibilité des autres espèces de vivre. Et donc souvent les gens disent le mieux qu'on puisse faire pour la nature, c'est réduire la pression qu'on exerce sur elle. La nature sait y faire. Voilà. Et ça, c'est un petit peu différent de ce qu'on pourrait penser sur des êtres humains. On dirait pas réduire la pression sur des gens, laissons-les, ils n'ont pas besoin de nous. Donc, comment tu réagis par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le prendre soin, etc. Bah, réduire la pression, c'est trop simple. Je vais donner un exemple. Les relations qu'on noue avec la nature et qu'on finit par nouer avec elle, c'est beaucoup plus complexe. On ne va pas y remédier aux difficultés qu'on connaît et qui s'aggravent. Hein. D'ailleurs, je dirais qu'on est vraiment au début du tunnel où ça va vraiment fortement tabasser. Là, maintenant, on approche des 1,5 degrés d'une moyenne sur 10 ans. Non, ça va pas le faire. Je vais donner un exemple. Prenons par exemple les polymères, tout ce qui est macromolécules de synthèse, et notamment par exemple les plastiques. Hein. En fait, quand la nature voit débouler nos polymères, elle ne comprend pas, elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas réduire à l'état atomique, alors que nous, on est fait de macromolécules, mais la nature, nous, quand on meurt, elle sait très bien métaboliser, transformer et ramener tout ça à l'échelle atomique. Et donc, nos composants repartent dans la chaîne du vivant. Il n'y a pas de déchets. Les seuls déchets qui existent, bah, c'est les énergies fossiles, en fait. Hein. C'est le pétrole, le gaz et le charbon, mais la biosphère les rejette en dehors de ces frontières. Et c'est nous qui remettons ça au milieu du salon. En revanche, bah, quand elle a affaire à des matières plastiques, la nature, elle s'est fragmentée. Et du coup, tout en fragmentant, ça va s'accumuler, puisque ça ne revient pas à l'échelle atomique. Donc, ça s'accumule dans les différents milieux, ça va s'accumuler dans l'air, s'accumuler dans l'eau, s'accumuler dans les sols, et même dans nos tissus. Et d'ailleurs, des études ont montré que quand un bébé naît, ben, le placenta, excuse-moi, c'est déjà du plasticenta. C'est-à-dire que c'est un mélange de macromolécules de synthèse, de polymères et de vivants. Donc le bébé, quand il naît dans une pochette plastique. C'est pas complètement génial. Hein. C'est pas fait pour ça, quoi, normalement. Et donc, et c'est vrai de tout, et peut-être que ça pourrait finir par entraver même le processus de la vie. Or, c'est compliqué. Il suffit pas de faire moins de matière plastique, de les recycler. D'ailleurs, on fait des macromolécules de synthèse en masse. Enfin, et en fait, comment on peut comprendre ça? Alors, je vais devoir faire un détour, mais c'est simplement pour montrer que c'est pas aussi simple. Euh, en fait, là, si je regarde comment dire, par exemple, le nombre d'atomes que j'ai, je crois que je te l'ai dit l'autre jour, je ne sais plus, mais si je regarde le nombre d'atomes que j'ai dans la part visible de l'univers, hein, 5% de l'univers, mais c'est quand même immense puisque l'univers est infini, eh bien, c'est 10 puissance 80.
Si maintenant je repars des bases biochimiques du vivant, je peux, c'est une estimation, je suis grosso modo à 10 puissance 1 350 000. Donc en fait, la nature elle-même, par rapport à l'ensemble des possibilités combinatoires rendues possibles par les bases du vivant, en 3 milliards d'années, en 3 milliards et 700 millions d'années, elle n'en a elle-même expérimenté qu'une infime partie. Et en plus, elle efface ses traces. Ce qui fait que elle, la nature, elle l'a construit, et au travers d'ailleurs de des 5 extinctions successives qu'elle a connues, elle a construit un mode opératoire qui n'exploite qu'une toute petite partie de la combinatoire possible. Et évidemment, quand elle engendre n'importe quelle substance, elle est en harmonie avec le reste, elle ne va pas le détruire. Nous, non. On ne sait pas. Et il faut qu'on ait du temps pour savoir effectivement quel est l'effet de telle molécule que l'on aura produite. Eh bien, on ne va pas changer ça du jour au lendemain. C'est un défi énorme. Alors, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que nous, par des lois qui sont très à l'amont par rapport à la construction de la vie elle-même, on le voit avec nos modèles. Hein, nos modèles, tu prends un modèle climatique, il y a les équations d'Aristote, il y a la loi de Clausius-Clapeyron, etc. On va tenir compte d'un certain nombre de lois. On va ancrer en tel modèle à partir de certaines connaissances qu'on a, puis on va le faire tourner. Et justement, eh bien, les mêmes lois vont faire que le modèle, il peut présenter des scénarios différents. Certains de ces scénarios sont compatibles avec les espèces qui vivent aujourd'hui, d'autres scénarios ne sont pas compatibles. Eh bien, nous, en fait, c'est un peu comme si, avec notre savoir-faire, on produisait une nature alternative. Et donc, une nature qui n'était pas compatible avec la nature de référence, elle ne sait pas encore faire, elle l'a détruit. Et donc, alors, c'est très gênant, et on ne va pas changer ça, et il ne s'agit pas simplement de réduire la pression qu'on exerce sur la nature, c'est plus compliqué. Maintenant, on peut regarder du côté des valeurs, il n'y a pas de société où il n'y ait pas un modèle bien particulier pour laquelle cette société a opté en ce qui concerne la façon qu'on a de devenir humain. Il va y avoir d'une société à une autre, c'est très variable. Pour des populations de la forêt amazonienne, c'est justement vivre en harmonie avec la forêt. Tu vas chercher le mode de réalisation de soi du guerrier grec chez Homère. Ben, euh, comment s'appelle le grand héros grec Castagolector? Enfin, peu importe, ça me reviendra. Hein, et bah, évidemment, lui, là, se réaliser, c'est casser la gueule à Hector sous les murs de Troie. C'est quand même pas très élaboré. Si tu vas chez Aristote, réaliser son humanité, c'est développer tout ce qui est propre à l'humain et que ne possède pas l'animal. Développer la raison au sens de la théorie, développer la raison pratique dans l'action avec la participation à la vie de la cité, et puis mettre en forme sa sensibilité par les arts. C'est magnifique. Le christianisme, c'était le salut, l'islam aussi. Pour Staline, le Stakhanov, ben, il charrie tant de tonnes de charbon à la semaine, c'est sa contribution à lui, à l'émergence de l'homme nouveau. Et aujourd'hui, tu le sais bien, c'est le consumérisme. C'est-à-dire se réaliser, c'est avoir un bon statut, lequel statut te permet de posséder des êtres et des choses. Hein, dans la version machiste, une belle femme, une belle bagnole, une belle piscine, voilà. Bon, bah avec ça, on va pas y arriver. Hein. Avec ça, on va pas y arriver. Et donc, tu vois bien que dire il suffit simplement d'exercer moins de pression sur la nature, oui, on va commencer par ça. Mais franchement, c'est un peu simpliste. Le défi, il est énorme. En fait, y arriver, ça voudrait dire, et ça ne va pas se faire en 2 ans, ça veut dire petit à petit basculer vers une autre civilisation. Et c'est un truc assez long. Alors, le chef d'entreprise, il ne va pas, à lui tout seul, basculer. Alors, pour lui, oui, réduire sa pression sur la nature, bah, c'est déjà une première marche. Et essayer de foutre dans la nature le moins de macromolécules possible, c'en est une autre. On va prendre un certain nombre de déterminants, puis on va essayer dans ce sens-là sans se ruiner et sans trop exploiter autrui. C'est déjà assez compliqué, Jérémy, c'est déjà pas mal. Mais voilà, il faut avoir un peu l'horizon plus large et savoir que c'est beaucoup plus profond. Oui, ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la relation. Quand on a une mauvaise relation, la non-relation Ah n'est oui, pas oui, c'est une nouvelle forcément. relation très différente. Voilà, la non-relation Tout n'est à pas fait. exclusive. Relation au monde, relation entre nous, Voilà, donc oui, complètement. et se donner une finalité. Qu'est-ce que je souhaite à l'autre?
qu'est-ce qu'on souhaite faire ensemble, oui. La finalité, c'est le soin, d'une certaine manière, hein. Dans les peuples premiers, tout ce qui est savoir est lié au soin. Ah, Un chaman, par exemple, c'est quelqu'un qui soigne. développe un peu cette idée de soin, parce que du coup, effectivement, on en parle souvent de la société du Caire, de prendre soin, mais Oui, bah c'est essayer d'infliger le moins de souffrance, le moins de dégradation, le moins de perturbation au sens négatif du terme à ce qui nous entoure, qu'il s'agisse du milieu, des autres espèces et évidemment de nos congénères en humanité. oui, mais là, c'est pas prendre soin, ça, c'est faire moins mal. Si, Ah, si, alors, si le pape, avec Laudato Si, est parti dans cette idée-là, c'est bien qu'il y ait de l'amour. oui, il y a Mais de l'amour. Bah, je vais te donner un exemple. Je te donnais tout à l'heure le cas de la forêt avec une perception purement carbone de la forêt. En fait, c'est plus une forêt. Hein. Pour qu'il y ait une forêt, il y a certaines conditions qui datent depuis 200 millions d'années, depuis que datent les forêts. Alors, une forêt, il faut que ce soit une surface minimale. Hein. Euh, En gros, pour qu'il y ait vraiment un épanouissement forestier, il faut qu'il y ait à peu près 50 000 hectares. Il faut qu'il y ait un cours d'eau, plusieurs cours d'eau. Il faut qu'il y ait une lisière. Les essences de la lisière ne sont pas les mêmes. C'est comme la membrane de la forêt, ne sont pas les mêmes que les essences au cœur de la forêt. Il faut qu'il y ait une grande multiplicité d'essences. Il faut évidemment qu'il y ait une multiplicité d'âges. La forêt, c'est des étages. Il y a des chablis, il y a des arbres qui sont, comment dire, dont la croissance est contrainte par les arbres qui captent la lumière. Lorsqu'un de ces arbres trop vieux crève, hop, les autres en dessous peuvent prendre la place, etc. Donc, une forêt, c'est un complexe d'êtres vivants et d'une grande diversité et variété. Alors nous, on peut très bien exploiter une forêt en la respectant, c'est-à-dire en respectant son cahier des charges interne, ce qui fait qu'elle devient une forêt, ce que ne fait pas du tout le droit de l'environnement. Le droit de l'environnement, lui, il vise à maintenir l'exploitation d'une forêt. Donc si ce n'est pas une forêt, tant qu'il y a des arbres à couper, il s'en fout, ce n'est pas le problème. Euh, Et donc, c'est ça, prendre soin. Prendre soin, c'est respecter le soi d'une certaine manière. Alors, des écosystèmes, des différentes espèces, des différentes entités. C'est beaucoup plus complexe et c'est ce que faisaient les peuples premiers qui imaginaient qu'ils n'étaient pas les seuls vivants, qu'ils avaient d'autres vivants avec eux. Alors, il est calé un peu sur eux-mêmes, mais ils essayaient de respecter leurs besoins propres. oui, c'est ce qu'on disait Par tout à l'heure. exemple, quand on chassait, Vas-y, vas-y. non, je te donne cet exemple, quand on chassait, on savait très bien que bah, c'est comme si on tuait quelqu'un dans notre propre horde. Et donc, il fallait demander pardon, il fallait le faire très rarement, il fallait le faire qu'en cas de nécessité pour se nourrir, etc. Ça renvoie aux quatre modalités de relation dont je te parlais tout à l'heure. Hein. Vivre de la nature, vivre dans, vivre avec et vivre en tant que. Voilà, c'est ça. Donc, c'est comprendre l'autre, quoi. Dans la quatrième relation. Oui, c'est comprendre l'épanouissement de l'autre. Hmm. Et c'est ça, prendre soin. C'est agir de telle sorte qu'on permette aussi bien au milieu qu'aux espèces qui le composent d'être elles-mêmes, de s'épanouir et de tirer les ressources dont on a besoin tout en respectant ça. Alors, par exemple, si on a calculé ça avec mon copain Zircher, là, forestier, on peut très bien, et on va même tirer sur, on prend la forêt tout à l'heure de 50 000 hectares, on a calculé, si tu veux, toute la quantité de bois qu'on peut en tirer, mais c'est sûr que le coût économique de ce bois va pas du tout être le même que lorsque tu fais une coupe claire puisque tu dois aller chercher le bois, etc. Tu dois le choisir et tout. Il y a tout un travail et toute une façon d'aller capter la ressource qui est beaucoup plus complexe et dont évidemment le coût économique est bien supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire passer comme message à des équipes dirigeantes d'entreprise? Comment Bah, tu... malheureusement, si tu veux, malheureusement, le premier message, je veux dire, on est tellement loin du référentiel que j'indique que le premier message, il est négatif. D'où le rejet de l'écologie punitive, etc. Et si tu veux, dans un système où on imagine qu'on n'a aucun devoir, à la limite, vis-à-vis d'autrui, quand tu vois un Musk ou un... Là, vraiment, le devoir vis-à-vis d'autrui, c'est quelque chose qui n'existe plus. Et donc, dans le capitalisme normal, on n'a évidemment aucun devoir vis-à-vis de la nature. C'est un stock de ressources qu'on exploite. Donc,
changer ce paradigme. Et donc, évidemment, dans un premier temps, c'est des contraintes. Donc les limites planétaires. Et dans un premier temps, on n'y voit que des contraintes. D'accord. Ah, c'est les limites planétaires, oui, Ah oui, on tu peut veux pas en dire, faire on fi. parle de limites Et on n'y planétaires. voit que les contraintes. Alors après, oui, on parle de ça, c'est un bon référentiel, mais maintenant, ben, une forêt qui est digne d'être une forêt, si tu veux, c'est une multitude de ressources beaucoup plus grandes, c'est un bois de grande qualité, c'est une grande diversité d'essences, c'est une richesse de vie sur laquelle on peut aussi prélever sans détruire l'ensemble. Et puis, ben, les Japonais ont compris ça, ils font des bains de forêt. Parce qu'effectivement, une forêt en bon état, c'est une forêt qui contribue à notre bien-être. Alors ça, on a su décrypter quels étaient les phéromones, etc., phéromones, et tout qui avait un effet très clair hein, sur notre santé et notre bien-être, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, et voilà, c'est une vie qui peut être beaucoup plus belle et beaucoup plus sensée. Mais justement, il ne faut pas aller chercher son épanouissement d'une simple accumulation d'objets. Là, ça va être foutu, quoi. Je sais pas si on arrive vraiment à l'écologie par la contrainte, en fait. Enfin, par les limites Non, il n'y a pas que de la planétaires. contrainte dans ce que je dis, hein, mais Ah, mais ça c'est passe. juste, c'est juste que, effectivement, oui, je suis d'accord avec toi que nous sommes tellement loin de cette nouvelle relation à soi, aux autres et à la nature que une première étape évidente, c'est de passer par les limites planétaires, la responsabilité, et ça peut être perçu comme une contrainte et donc une écologie punitive. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'on arrive vraiment à cheminer dans l'écologie par la, la- par par cette, comment dire, restriction de ma liberté? Alors qu'au Bah, contraire, je quand on est dirais, en relation avec le monde, on est extrêmement, finalement, libre. alors, je pense que le mot liberté est à la fois juste et c'est à la fois un peu un piège. Déjà, c'est pas toutes les libertés qui sont restreintes. Il n'y en a qu'une seule qui sera restreinte, c'est la liberté de détruire et de s'enrichir. C'est là où elle va être restreinte, ça c'est clair. Mais encore, en fait, c'est pas tant une restriction qu'une substitution. Entre un gars qui vient avec son bulldozer, et qui voit un bel endroit, et quand il passe, c'est un désert avec des moignons d'arbres au sol, je suis pas sûr qu'il s'éclate, hein, le gars. Il va faire ça dans le bruit et tout. Si à la place de ça, il apprend à connaître une forêt, à aller chercher, à voir, à suivre la croissance des arbres, à se dire ce que faisait par exemple ce qu'on faisait dans la tradition, tiens pas très loin d'ici, là dans la forêt du Rizou, c'était une forêt où on allait on choisissait, si tu veux, le sapin rouge, celui d'où on allait tirer le bois qui allait permettre de faire un Stradivarius. Bon, c'est pas mal comme boulot. Et c'est sans doute beaucoup plus sensé que de venir avec sa tronçonneuse dans les vapeurs d'essence et le bruit. Ah, il a tout pété. T'es un gros con. Et dans l'autre, t'es un gars qui a un métier beaucoup plus élaboré, beaucoup plus sensé, qui va te procurer beaucoup plus de satisfaction. Donc, le côté limité, le côté punitif, si tu veux, disons, c'est un peu la chic-note dont tu as besoin au début. Hmm. Euh, et on est obligé de passer par ça. Mais ça, c'est la condition à s'ouvrir à une autre manière d'être qui va sans doute te donner, enfin, qui va même certainement te donner beaucoup plus de plaisir et d'épanouissement dans ton activité qu'à péter une forêt avec une machine à tout péter. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je me souviens avoir appris très jeune en lisant, enfin, à l'école, hein, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et sur la nature, on l'a pas intégré cette idée-là. Absolument, c'est la même chose, hein, c'est la règle d'or. Alors c'est un peu d'extension parce que c'est compliqué. Alors pour les peuples amérindiens, comme ils voyaient des êtres vivants analogues aux nôtres, avec leur famille, leur société, leurs lois, c'était très facile d'étendre la règle d'or. Pour nous, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, oui, c'est de ne pas faire n'importe quoi avec la nature et avec les écosystèmes, c'est clair. Hmm. Et en fait, il n'y a pas de vie humaine si on ne se limite pas. La personne qui ne se limite pas, qui te fait passer toutes ses envies, s'il a envie d'être brutal, il te tape dessus, etc., c'est quelqu'un d'infernal. Tu n'auras aucune envie de vivre avec une personne pareille. Donc, c'est ce que disait Camus, un homme, ça s'empêche. Je veux dire, il n'y a pas de vie en société sans un minimum de contraintes. Mais la contrainte n'est pas la fin. La contrainte, c'est un moyen pour nouer des relations plus épanouissantes avec autrui. C'est ça qu'il faut voir. C'est la même chose avec la nature. La contrainte, c'est pas une fin en soi. La
la contrainte, elle t'empêche simplement d'être con pour être intelligent avec ce qui t'entoure. C'est plus de la contrainte une fois que tu as compris ça. D'accord, oui, effectivement, je pense qu'on oublie souvent aussi effectivement la finalité de l'écologie en Ben fait. oui. Comme tout à l'heure, hein, le bien vivre tous ensemble sans exclusion sur Terre. Voilà, il faut pas perdre de vue la finalité qui est épanouissante. Revenons sur quels sont les messages que tu aimerais faire passer aux dirigeants dans les entreprises, comment, de ton expérience, qu'est-ce qui est important de savoir, de faire? Ben, je veux dire, le premier message, ça sert à rien de se culpabiliser, c'est complètement inutile. Nous sommes les héritiers d'un type de civilisation qui nous amène à tout péter. On a bien compris qu'il y avait de la marge pour changer ça. Bon, quand tu es chef d'entreprise, tu as de multiples responsabilités. Ben, tu fais ce que tu peux faire dans ce cadre-là. Si effectivement, pour faire mieux, tu dois fermer la porte, c'est pas génial. Donc, tu vas devoir trouver le meilleur compromis possible entre différents impératifs. Mais tu dois chercher, tu dois creuser le citron pour que ce meilleur compromis possible, il rentre aussi les aspects respect de la nature. C'est pas simple. Franchement, c'est très compliqué, hein. Bon, je te donne Moi, l'exemple j'aime des polymères, moi, j'aime bien ton c'est idée, très compliqué. effectivement. Donc, Hmm. J'aime bien ton idée de voilà, ne pas moi, mon problème, c'est pas culpabiliser. de culpabiliser. Voilà, restons sur cette Non, ça idée-là sert à déjà. rien. Donc on hérite Ça d'une sert à rien. situation. Moi, chaque fois. Et le chef d'entreprise, il ne faut pas qu'il oublie qu'il est un citoyen. C'est-à-dire, tant que les lois ne changent pas, ben, la concurrence va faire qu'il ne peut pas faire grand-chose. Si on régule la concurrence, si on impose, ben, voilà, il va pouvoir se dégager des marges de liberté pour être moins destructeur. S'il pense qu'un libéralisme dérégulé, c'est la meilleure des choses, ben, il ne pourra rien faire. Parce que c'est le plus destructeur qui aura la prime en court terme. Après, tout le monde sera mort. Mais enfin, en tout cas, il aura joui de sa richesse quelque temps avant de crever. Donc, avec ça, on n'ira pas loin. Non. Donc, pour le chef d'entreprise, on ne se culpabilise pas. C'est pas la peine de croire qu'il peut tout faire. Il a des marges d'action qui sont réduites, mais il faut qu'il essaie de faire ce qu'il peut dans ces marges d'action. Et puis, il ne faut surtout pas qu'il oublie qu'il est un citoyen et que si la règle générale ne bouge pas, ses marges d'action seront toujours très, très réduites et il se fera toujours avoir par les plus dégueulasses. Restons sur cette idée de se faire avoir par les plus dégueulasses. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Évidemment, si c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi les chefs d'entreprise en ont contre la régulation environnementale, c'est parce qu'elle va les pénaliser avec des États-Unis versus Trump. Ils en ont plus rien à foutre, ils pètent tout. Donc nous, si on a des protections de l'environnement, si on a des normes pour ne pas moins polluer, etc., moins détruire, il est clair qu'en termes de valeur économique, on va être défavorisé. Donc, si j'ai pas des règles qui nous protègent, qui protègent le marché pour nous permettre de faire des choses, si tu veux, si on impose des contraintes et en même temps on expose à une concurrence qui n'est pas soumise à ces contraintes, on est mort. Donc voilà, l'entrepreneur tout seul, il peut pas grand-chose. Il agira d'autant plus qu'il est dans un cadre politique qui prend en compte justement cette orientation de la société. Alors on n'y est plus du tout, hein. On a été un peu, on l'est vraiment pratiquement plus. Mais la Chine, de certaine manière, l'est. Euh, la Chine aujourd'hui, c'est la seule partie du monde où on a une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est pas que ça, ils font aussi des choses en termes de biodiversité, mais on a notamment une diminution des gaz à effet de serre en dépit d'une croissance alors qui n'est plus ce qu'elle était, mais qui continue à être quand même un peu vigoureuse. Oui, mais c'est un peu paradoxal parce que de ce que j'analyse, bon, peut-être maladroitement, hein, mais effectivement, on dit toujours il faut que je sois concurrentiel par rapport à la Chine. Euh, la réglementation est une entrave finalement à- à ma prospérité. Et en fait, si on regarde la Chine sur les enjeux écologiques, elle est souvent en avance. Sur les panneaux solaires, elle a pris une sacrée avance là où nous on se posait des questions, etc. Donc en Je ne fait, sais pas si tu... oui, vas-y. Il y a des problèmes de perception. Il y a des problèmes de perception ou de connexion Internet? Oui, de connexion, excuse-moi, de connexion. Oui, donc je disais Je que ne t'ai pas entendu là.
Je disais à la fois, on dit, je ne bougerai pas tant qu'il n'y aura pas un cadre législatif qui me permettra de le faire, sinon ça sera une distorsion de concurrence. Et en même temps, si on prend l'exemple de la Chine, ils sont en avance sur quand même pas mal de sujets environnementaux. Et si on est encore plus précis, par exemple sur les panneaux solaires, euh, euh, on s'est fait complètement dépasser. Donc à attendre qu'il Alors, on y ait s'est un fait dépasser cadre, parce que... à attendre qu'il y ait un Non, mais ça, je cadre. peux te dire, là, j'ai regardé ça. Ouais, non, mais j'ai regardé ça de près. On s'est fait dépasser parce que nous, on était en Europe avec de la concurrence publique chinoise qui ont contraint les entreprises chinoises à collaborer pour les panneaux solaires. Ils ont mis le paquet, ils sont devenus hyper concurrentiels parce qu'il y a eu l'État derrière et parce qu'ils ont mis le paquet. Ils ont fait la même chose sur la mobilité électrique. Ils ont contraint les industriels à travailler ensemble pour les batteries, etc. Et donc, ils ont réussi à faire un mix entre et la concurrence et la nécessité de progresser ensemble sur les fondamentaux d'une technique donnée. On n'a pas du tout su s'organiser comme ça et on s'est complètement fait avoir. Et donc, ce qui a d'étonnant, c'est que d'une certaine manière, la, la Chine, sur certains points, elle pouvait avoir des réglementations qui étaient probablement moins impactantes que nous, mais et sur d'autres, au contraire, avoir une contrainte exercée sur les acteurs privés beaucoup plus forte. Et désormais, et si on suit Trump, on est mort parce que tu vois très bien ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz. Euh, et la Chine, elle est beaucoup moins dépendante du pétrole que les États-Unis. Elle a électrifié une grande partie de sa mobilité. Elle permet à des pays émergents, justement, d'avoir un mix électrique à plus de 50% décarboné, alors heureusement, les États de la Fédération américaine ne sont pas aussi crétins que Trump, mais lui, il détruit les champs d'éoliennes, il veut revenir au pétrole. Enfin, lui, c'est un abruti, hein. Mais c'est très dangereux. Et on a des imbéciles, nous, en Europe, l'extrême droite, par exemple, qui veulent aller exactement dans cette direction. On voit très bien aujourd'hui que si on avait développé beaucoup plus les renouvelables, si on avait plus de panneaux solaires et d'éoliennes, et que si on avait une mobilité déjà électrifiée, on serait beaucoup moins handicapé aujourd'hui avec le détroit d'Ormuz. Donc on est dirigé par des abrutis et on a une classe d'abrutis qui est l'extrême droite qui aussi bien va aller contre l'OMS que contre la décarbonation de l'énergie. Enfin, c'est vraiment effrayant, quoi. Mais Si qui vote pour ces crétins? Des crétins de base, hein. Si on revient sur cette idée tout à l'heure, parce que justement j'avais en tête la coopération ou la collaboration. Donc en fait ce que tu dis c'est qu'on ne peut pas y arriver seul à changer un monde, changer le monde, on peut pas, voilà, on peut pas changer le monde tout seul, mais que l'exemple chinois Non. ou d'autres exemples français nous incitent à penser qu'effectivement c'est en formant des consortiums d'acteurs engagés avec une finalité Mm. commune qu'on peut y arriver ensemble, et que c'est pas toujours, enfin l'État peut aider et impulser, mais que certains industriels, en se mettant ensemble avec une même finalité, ils arrivent à voilà, mettre en place des projets écologiques ou des... Absolument. Hmm. Oui, tout à fait, absolument. Le principe de la collaboration, il peut être le fait de l'imposition d'une autorité publique, mais il peut être aussi un phénomène bottom-up, venant des acteurs industriels eux-mêmes. D'ailleurs, ils savent très bien le faire. On a très bien su, dès la fin du 18e, normaliser, enfin plus dans le 19e, normaliser des pièces, etc. Et ça, c'était aussi une auto-entente entre certains industriels. D'accord. Donc, restons sur cette idée de collaboration ou de coopération. Qu'est-ce que tu pourrais nous citer comme exemple voilà, pour clore sur cette Moi, note? je me souviens d'un exposé d'Yves Rocher, justement, s'entendant avec d'autres industriels, puisque maintenant les autorités publiques se retirent de toutes ces choses-là, pour avoir un recyclage organisé par le bas. Et c'est-à-dire à la fois l'imposition volontaire de certaines normes de fabrication et d'une organisation de récolte. D'accord. Donc effectivement, voilà, un ensemble d'acteurs économiques, même entre guillemets concurrents, peuvent s'entendre Oui, pour... justement, on peut très bien. En fait, c'est ce que font les autorités chinoises. Elles restent dans le principe de la concurrence, mais de temps en temps, les autorités publiques, pour certains aspects fondamentaux,
contraignent les industriels à la collaboration. Mais ça peut être aussi l'autocontrainte, bien sûr, c'est encore mieux hein, quand c'est l'autocontrainte. Mais on peut très bien s'entendre sur certains aspects tout en restant concurrentiel sur d'autres. Et en fait, ça, je crois que c'est un aspect très important d'imaginer que la concurrence n'a pas à être à 100%. Hmm. Et nous, chez Nous Sommes Vivants, on travaille beaucoup sur la chaîne de valeur. Donc, on va avoir les fournisseurs, le fabricant et les consommateurs. Et en fait, quand on tisse des liens mutuellement bénéfiques, euh, on peut avoir des produits de qualité qui ne sont pas forcément plus chers parce que comme on tisse des relations mutuellement bénéfiques dans la durée, on- 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 les acteurs ont moins tendance à avoir des effets de marge ou de surmarge pour des Oui. années difficiles. Donc voilà, et il y a un exemple sur les lauriers de la régénération qui est C'est qui le patron qui a gagné le modèle économique régénératif l'année dernière. Et il demande aux producteurs, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, de quel montant as-tu besoin pour tenir ton exploitation au mieux possible et te sentir bien et progresser? Ah, tu as besoin de ce montant-là. Je vais demander aux consommateurs s'ils sont prêts à payer ce montant-là par rapport à ce cahier des charges-là. Et en fait, voilà, sur le lait bio, ils ont une croissance de plus 12% au moment où les grandes surfaces différenciaient le bio. Et donc, et la loi Egalim n'ayant pas toujours été bien appliquée, euh, eux, en tout cas, ils ont trouvé une façon de le faire à leur façon, en Oui, mais s'entendant. non, ça, moi je trouve ça c'est très bien. Euh, Si tu veux, tout ce qu'on peut faire depuis le bas, collaboration, ça a toujours plus de sens que quand c'est imposé par le haut. Et donc, ça, c'est une règle générale qu'on peut avoir. Tout ce qu'on peut faire aller dans le bon sens, mais encore une fois, l'idée, c'est, OK, d'accord, il y a de la concurrence, c'est pas inintéressant sur certains aspects, mais ça n'exclut pas qu'il y ait des pans d'activité sur lesquels on peut ne pas être concurrentiel. Et, ben, merci bien, Dominique. Donc, rendez-vous pour les lauriers de la régénération les 11 et 12 juin. Merci, Dominique. D'accord. À bientôt, Jérémy.